Alors nous allons maintenant passer aux questions des auditeurs que je vais Oui, voilà, que je vais d'accord. te lire. Alors, donc je commence par la question d'André, donc qui est une question, voilà, qui te demande quel lien établiriez-vous entre psychologie et spiritualité? Là, on passe à Oui, compter jusqu'à zéro. Donc, comptez jusqu'à zéro. après avoir compté voilà, Voilà. jusqu'à 3 avec le père. Donc le travail sur la psyché consiste à se structurer nécessairement et suffisamment pour avoir une solidité émotionnelle, une autonomie pour commencer à entreprendre un véritable chemin spirituel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de spirituel. Et on pourrait dire que le chemin spirituel, c'est l'évolution la plus haute que, que l'humanité peut accomplir. Donc, dans la dynamique du soi, qui est une dynamique d'accomplissement, il y a à s'accomplir en tant qu'être humain. Et dans l'accomplissement en tant qu'être humain, il y a un chemin vers la sagesse et il y a un chemin vers la spiritualité. Ça fait partie de la dynamique de l'archétype du soi. Si vous voulez, je peux parler là des trois sens du mot soi. Oui, oui, tout à fait, oui. Il y a le soi avec un petit s qui est, comme quand on dit quant à soi, c'est le lien que j'ai in petto avec moi-même et c'est le lien avec mon monde intérieur. C'est le soi au sens de mon intériorité. Le soi au sens de Jung, que je pourrais écrire avec un S majuscule et O et I minuscule, c'est l'archétype du soi, c'est-à-dire l'équipement que nous avons de naissance, l'élan vital qui nous pousse à un accomplissement, y compris spirituel. Chacun de nous est appelé, on pourrait dire. Euh, certains grands textes le disent. Chacun d'entre nous, du plus petit au plus grand, est appelé parce qu'il y a une dynamique qui nous est propre et qui nous arrivons sur Terre avec cette dynamique qui va s'exprimer dans le psychisme à travers l'archétype du soi. Et puis, si on en vient au soi, tel qu'en parle l'hindouisme, par exemple, que je pourrais écrire avec S-O-I en majuscule, c'est l'arrière-plan sans forme, l'Atman, le grand vide plein, l'absolu, ce grand vide sans forme d'où émanent toutes les formes. Voilà, c'est encore au-delà de l'archétype du soi qui est une forme. Voilà, c'est le sans forme qui est au-delà de toutes les formes et avec lequel on peut entrer en relation et par lequel on peut être inspiré. D'ailleurs, pour compléter la question d'André, tu en parles dans ton livre, tu parles de l'ombre du soi, de la faille. Oui, Est-ce qu'en fait, il faut passer par cette ombre, cette faille, pour en fait passer d'un psychisme en quelque sorte sain à un, en fait un psychisme qui fait à un au-delà du moi, si je puis dire. Est-ce que ma question est oui, claire? alors, oui, je comprends, je ne sais pas si c'est clair pour nos auditeurs, mais là, il s'agit de l'archétype du soi. Quand je parle de la faille du soi, c'est constitutif de l'archétype du soi, ça fait Oui, partie des formes. C'est pas le grand soi sans oui, oui, l'absolu. Le mot faille n'a pas de sens pour l'absolu. Euh, C'est-à-dire que le soi est un archétype de la totalité. Et dans la totalité, il y a le tout, c'est-à-dire que s'il y a le sens, il y a aussi le non-sens. S'il y a la lumière, il y a aussi l'ombre. Le soi complet, on pourrait dire, contient l'anti-soi. Euh, c'est le diable du soi. Et cette imperfection ou cette faille ou on peut l'appeler le péché originel, on peut lui trouver toutes sortes de noms.
c'est constitutif du monde des formes, et comme l'humain fait partie du monde des formes et le psychisme fait partie du monde des formes, eh bien, de même que dans l'œil, il y a une tache aveugle qui est constitutive de l'œil. L'œil voit avec la tache aveugle et malgré la tache aveugle. L'archétype du soi, qui est grand pourvoyeur de sens, porte en lui aussi l'absurde et le non-sens. Et c'est comme ça. Et un jour ou l'autre, quand on entreprend une démarche très profonde de transformation, un jour ou l'autre, on rencontre la faille. Et on peut l'associer au monde psychotique, on peut l'associer à la composante psychotique que nous portons tous. Jung lui-même, au cours de son chemin, à un moment donné, il s'est demandé s'il allait pas devenir fou, tellement la rencontre de l'archétype était puissante et difficile. Et donc cette difficulté, cette douleur, cette absurdité, cette crainte de la folie, un jour ou l'autre, on la rencontre. Et se structurer, c'est aussi apprendre à ne pas y plonger n'importe comment, à s'en protéger quand il faut, à fabriquer des ponts par-dessus et prendre soin de ne pas tomber dans la faille. Faire pont, symboliser, ça veut dire faire pont. Rêver d'un psychisme, les petits oiseaux, les petites fleurs, où tout est joli, tout est beau et tout est merveilleux, ça n'est pas la réalité. Il y a dans l'être humain, on le voit dans notre monde, il y a des choses terribles dans la psyché humaine qui se manifestent dans notre monde. Et il faut pas rêver, il faut pas rêver au sens naïf du terme. Ça existe en nous, nous en sommes porteurs et nous devons faire avec, et avec une lucidité. Et bien justement, ça va nous permettre de passer à la question de Paul, une question voilà, d'actualité, et qui demande: Lily, que pensez-vous de mon sentiment? Le terrorisme islamiste actuel correspond à une part d'ombre de l'Occident. Seriez-vous d'accord avec moi sur cette idée? Peut-être qu'on peut saisir l'occasion aussi de définir ce que c'est que l'ombre. Bien sûr, c'est l'ombre, ça fait partie de l'ombre de l'Occident. Tout ce qui nous empêche de vivre fait partie de notre ombre. C'est toujours quelque chose à quoi on n'a pas pris garde, quelque chose qu'à un moment donné on a méprisé et qu'on n'a pas respecté et qui nous revient à un moment donné de façon extrêmement sauvage. Je pense que c'est l'ombre de l'Occident, mais je pense que c'est l'ombre du monde lui-même, parce que ça devient mondial. Alors, qu'est-ce que c'est l'ombre? Je viens d'en dire un petit peu. L'ombre, c'est la part du psychisme que la conscience ignore. Elle n'est pas uniquement négative, l'ombre. Elle est surtout dans l'ombre. Et il y a dans l'ombre ce qui a été refoulé et qui peut revenir d'une façon très méchante, comme certainement cet islamisme et ce terrorisme où nous payons des erreurs, et Dieu sait que nous en avons fait, des erreurs collectives très graves, nous les payons. Donc il y a un refoulé qui revient avec violence. Il y a aussi les parts tout simplement que je ne connais pas encore, un potentiel non encore accompli. Donc quand il y a une poussée de l'ombre, peut-être Saturne, peut-être tous ces êtres, tous ces astres qui peuvent être inquiétants et puissants, quand il y a quelque chose qui se manifeste et qui vient déranger l'ordre habituel du moi, ça peut être aussi une potentialité qui commence à se réveiller et qui réclame sa part, mais et qui peut se transformer en quelque chose de tout à fait positif. Voilà. Donc l'ombre, c'est l'inconnu en nous, donc ça fait beaucoup quand même. Ça fait... Nous connaissons si peu de nous-mêmes. Alors, Étienne nous pose une question.
Comment Lily perçoit-elle la spécificité de notre époque? Y a-t-il un mythe qui décrirait plus précisément ce que nous traversons en ce début de XXIe siècle et qui aiderait à à nous y positionner? Ah, voilà une question à laquelle me suis jamais posé la question comme ça. Bah, je pense que euh, certains mythes de la Terre-Mère devraient certainement nous parler, au sens où nous avons considéré la planète comme nous étant due et nous l'avons exploitée sans nous demander ce que ça pouvait lui faire. Et nous commençons à voir les limites de ce pillage de notre planète. Nous avons aussi pillé l'Afrique, nous avons pillé pas mal de contrées, nous avons pillé d'autres pays, nous avons eu une arrogance, une toute-puissance, une croyance dans un progrès éternel. Et il y a quelque chose qui est en train de nous sauter à la figure, il y a une colère certainement de la Mère divine qui commence à nous créer des ennuis et une nécessité absolue d'apprendre le respect et de respecter nos origines, de respecter la terre d'où nous venons, de respecter le maternel, de respecter le féminin. Donc, ça peut être des métères qui se fâchent tout rouge, comme j'en parlais tout à l'heure, et qui s'apprêtent à désertifier et à massacrer les moissons parce que la jeune fille Corée lui a été enlevée, elle n'a pas été respectée. Ça pourrait être ce mythe-là, mais il peut y en avoir d'autres, hein, mais celui-là me paraît pas mal. Alors, passons à une autre question. Un instant. Alors, on va passer donc vraiment à une autre question. Une question plus générale. Oui. Quelle différence feriez-vous entre l'approche de la psychologie freudienne et jungienne et qu'est-ce qui vous a poussé vers Jung plutôt que vers Freud? D'accord. J'ai été attirée par Freud tout de suite quand je faisais mes études de philo, et enfin quand j'étais en philo au lycée, hein, au moment du bac. J'ai tout de suite été attirée par cette exploration de la présence de l'inconscient, la richesse des rêves, etc. Et en même temps, il y avait d'entrée de jeu quelque chose qui me dérangeait, c'était sa compréhension de la sexualité féminine, qui était beaucoup comprise à partir de la sexualité masculine. Je ne me reconnaissais pas dans cette lecture du féminin, qui était faite du désir féminin, qui était faite par Freud. Et pourtant, beaucoup de choses m'intéressaient énormément. Et puis, la réduction de la vie spirituelle et de la vie religieuse à un mythe pour faire taire les peuples et pour une espèce d'illusion pour refuser la réalité, ramener aussi la vie spirituelle à une erreur en quelque sorte, à une sublimation, quoique la sublimation ne soit pas une erreur, mais la non-considération de la vie spirituelle par Freud me privait de quelque chose. Et quand j'ai découvert Jung en entendant Pierre Solier un jour parler à une émission à la radio, et il parlait du féminin comme je n'en avais jamais entendu parler. Et là, je reconnaissais quelque chose de ce que moi je vivais. Il y avait un écho beaucoup plus puissant pour moi. Il y avait une reconnaissance de la spécificité du féminin et une reconnaissance et je les fais aller ensemble, une reconnaissance de l'importance de la vie spirituelle. Jung disait, je ne crois pas, je sais, une expérience intime, une rencontre dont parlait
Jung, qui correspondait beaucoup plus à ce que moi je vivais. Et donc j'ai trouvé beaucoup plus à me nourrir, finalement, sans renier Freud. Je trouve que c'est un découvreur extraordinaire, un écrivain remarquable, hein. Enfin, c'est une figure que j'apprécie énormément, mais j'ai beaucoup plus trouvé à me nourrir et à m'accomplir en suivant une analyse jungienne auprès d'un jungien qui aimait le féminin, comme Pierre Solier, et qui était à l'aise avec le féminin. Je me suis sentie beaucoup mieux dans la dynamique jungienne. Alors, on va prendre une question de Stéphanie qui te demande en quoi les travaux de Swami Prajnanpad qui ont repris qui ont été repris et qui ont influencé, animé Arnaud Desjardins, ont-ils prolongé votre approche jungienne? Parleriez-vous d'un prolongement puisque alors, en fait, Swami Prajnanpad, donc là c'est Stéphanie qui parle, Swami Prajnanpad était psychiatre à la base, non, mais en tout cas c'était un grand connaisseur de l'œuvre de Freud par contre. Lui, je ne sais pas s'il a pratiqué l'œuvre de Jung, mais c'était un très grand connaisseur de l'œuvre de Freud. Voilà, donc Swami Prajnanpad est un scientifique et il a eu une manière très originale d'approcher l'accompagnement de ses disciples ou de ses apprentis disciples, puisqu'il a tout à fait pris en compte les difficultés psychiques, et notamment quand des Occidentaux sont arrivés pour apprendre auprès de lui, il les a aidés à exprimer leur refoulé, et il disait qu'en lisant Freud, et sa conception de l'inconscient, et sa conception de l'abréaction, et de la nécessité d'expression du refoulé, et tout ce travail de Freud sur le divan, avec ses patients, il parlait d'un chaînon manquant qu'il avait trouvé en Occident chez Freud, et qui lui permettait donc d'accompagner de façon beaucoup plus pertinente et beaucoup plus habile les élèves qui venaient à lui et qui étaient tellement encore englués dans un émotionnel archaïque et difficile qu'on ne pouvait même pas encore parler d'entrer dans la spiritualité. Donc, c'est vrai que quand moi j'ai découvert Swami Prajnanpad en rencontrant Arnaud Desjardins, cette dynamique de travail sur soi pour rendre la psyché plus apte à accueillir le mouvement le plus profond et le plus pur, l'affinement de l'âme pour qu'elle déploie sa plus fine pointe, ça me convenait parfaitement. Il y avait une excellente prolongation de l'enseignement que j'avais reçu auprès des Jungiens. Et puis, donc, c'était surtout aussi pour moi la rencontre du maître vivant, à Arnaud, et la rencontre d'une Sangha. J'ai eu l'impression d'arriver dans une famille. C'est comme si j'étais déjà sur un chemin qui allait vers ça, mais je ne le savais pas encore. C'est comme si ma propre dynamique du soi m'avait emmenée pour rencontrer un maître vivant et rencontrer des frères et sœurs sur le chemin qui sont très importants pour moi. Donc, je n'ai jamais vu de hiatus entre le chemin que j'avais fait chez les Jungiens et la prolongation auprès d'Arnaud. Pour moi, il y a eu comme une continuation, comme un affinement, comme un pointu, la fine pointe de l'âme. Voilà. Alors, donc on va passer à une autre question. Swami Prajnanpad est l'inventeur d'une méthode d'exploration de l'inconscient que ses élèves ont appelé lying puisqu'elle se pratiquait allongée, donc par opposition au sitting qui étaient des entretiens en tête à tête qui se pratiquaient donc en position assise. Est-ce que
voilà, quelle est ta position? Est-ce que tu as pratiqué toi-même cette méthode d'exploration de l'inconscient ou quelle est ta position par rapport à cette méthode? Alors, la technique du lying consiste à donc s'allonger auprès de quelqu'un qui est le guide et de laisser l'émotion très librement s'exprimer, jusqu'à un moment de vision claire de ce qui est en train de s'exprimer et de résolution par l'acceptation de cette réalité psychique telle qu'elle est. Donc, à bien des égards, c'est pour moi très proche de pratiques que j'avais connues, moi, puisque j'ai été allongée pendant un certain nombre d'années auprès de quelqu'un qui m'accompagnait avec beaucoup de délicatesse et de solidité d'ailleurs, et où on laissait librement monter les choses, notamment les images, euh, et à bien des égards, c'est proche. En même temps, le lying tel que Swamiji l'a pratiqué, comme Arnaud l'a pratiqué, comme Denise Desjardins l'a pratiqué, je l'ai pas fait exactement de cette façon-là, mais moi, pour moi, c'est des techniques cousines. Et comme toute technique, c'est donc un outil. Tout dépend de la qualité de l'accompagnant. Voilà, ce qui est très important. Tout le monde ne peut pas accompagner des lying et surtout comment la personne va pouvoir s'approprier et métaboliser les choses qui sont remontées, qui sont apparues et qui se sont exprimées. Il suffit pas de cracher ses poumons et puis ça y est, on est guéri. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a tout un travail pour se réapproprier, reparler, retravailler, resymboliser les choses qui se font en compagnie d'un guide. Et donc, ce qui est toujours fondamental, c'est la qualité du guide. Donc, c'est un bel outil, comme tous les outils qui nécessitent un bon faiseur, quelqu'un qui sait bien travailler avec l'outil. Voilà. Comme le rêve, c'est un outil, le travail du rêve, c'est un outil, et tout dépend de la qualité de la personne qui travaille avec cet outil. Voilà. Donc, quand c'était Swami Prajnanpad, je ne l'ai pas connu, ça devait être absolument extraordinaire. Voilà. Ça dépend qui est assis près de vous et vous accompagne. Il faut très bien choisir son maître, très bien choisir son thérapeute. Voilà. Alors, une autre question de donc, quelqu'un qui s'appelle Verdo. Pourquoi C.V. Jung exigeait-il la pratique de l'imagination active pour les analystes jungiens? Alors, il y a deux choses dans cette question. Il y a l'imagination active et la formation des analystes. Donc, l'imagination active, c'est une technique à la fois où on laisse monter les images de l'inconscient et où le moi commence à discuter et active au sens où le moi est actif, contrairement au rêve au moment du sommeil où le moi n'est pas actif. Là, on laisse monter les images et le moi va discuter, on va dire, avec l'inconscient et ils vont négocier tous les deux, par exemple, une sortie moins dramatique où ils vont faire connaissance. C'est une manière de faire que le moi et l'inconscient collaborent. Donc, ça fait partie, c'est une autre technique. Voilà, il y avait l'e-lying, en voilà une autre. L'imagination active est une technique pour mettre en relation le moi avec l'inconscient et que les deux négocient et se font changer l'un l'autre. Le moi apprend de l'inconscient et l'inconscient peut évoluer grâce au moi. Et pourquoi les analystes jungiens? Ben ça, c'est une des grandes règles quand on veut être analyste, c'est qu'on va d'abord passer soi-même par les outils qu'on va ensuite utiliser. Donc, personne ne peut être analyste s'il n'a pas lui-même suivi une analyse avec un maître qui l'a bien... Voilà. Donc, cet outil que l'analyste va utiliser, il faut qu'il l'ait vécu lui-même de l'intérieur. C'est la base de n'importe quelle psychanalyse. C'est pareil en psychanalyse freudienne ou en psychanalyse lacanienne. Il faut d'abord avoir vécu, avoir fait le voyage soi-même plusieurs fois, abondamment, avant de pouvoir accompagner des personnes
dans ce voyage. Et une petite question subsidiaire à cette question-là. Mhm. Par exemple, Marie-Louise von Franz, Oui, quand elle parle de l'imagination active, la présente comme une forme de méditation et oui, l'assimile en fait à la méditation zen, par exemple, insinuant même parfois que en fait l'imagination active c'est mieux. Est-ce que, et là comment dire, on aborde la question des outils spécifiquement psychologiques et des outils spirituels. oui, Est-ce que toi, par exemple, qu'on aurait pu aussi aborder quand on a parlé oui, du lying, est-ce oui, que selon toi, en fait, ces outils-là, l'analyse, comment dire, l'imagination active et la méditation zen, le lying ou par exemple l'imagination active ou des méthodes en fait qui euh, élaboré dans les années 70 qui ressemble en tout cas sur la forme beaucoup au lying, je pense par exemple à la méthode de Janov, le cri primal. oui, oui. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on explore la même chose ou est-ce qu'il y a quand même une différence entre les outils spirituels et les outils psychologiques? Ah ben moi, pour moi, c'est différent. Voilà, c'est différent. La méthode, les méthodes de type de psychologie, de psychologie des profondeurs qui permettent un dialogue entre l'inconscient et le conscient pour permettre une évolution de la personne, comme par exemple l'imagination active, comme le lying, etc. Ce sont des outils destinés au psychisme. Ceci dit, quand le psychisme va mieux, il y a plus de place pour une contemplation du tout autre. Alors que la visée spirituelle, c'est d'entrer en relation avec le tout autre. Et ça n'est possible qu'une fois que les grands mouvements de la psyché, les grands hurlements de la psyché, les grands troubles de la psyché se sont calmés. Il faut que quelque chose soit devenu comme un lac tranquille. Et à ce moment-là, on peut passer à autre chose. Donc, ce n'est pas du tout équivalent et ça n'a pas la même visée. Ce qui se produit dans la réalité des choses, c'est que si quelqu'un fait une méditation zen alors qu'il est habité par une ombre en furie, il ne va pas contempler un lac totalement immobile. Il va être envahi par les remontées du psychisme. Mais les outils n'ont pas la même visée et ils ne sont pas équivalents. Pour moi, non. On ne cherche pas la même chose. D'accord. Le, Donc le, le tout autre, il est au-delà du monde des formes. Voilà. ok, donc en fait on peut penser à cette citation biblique. Alors bon, elle me vient en anglais. Be still and know that I am God. Soit calme ou soit serein et sache que je suis Dieu. Je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais donc en fait des outils comme l'imagination active ou le lying selon toi peuvent être utilisés pour calmer le psychisme et Oui, lui le et, structurer, et nous le donner solidifier, oui, le solidifier et nous donner le en fait construire. le construire. Excuse-moi. Non, mais au contraire, Ouais, tu apportes ouais, plein de précisions très importantes. ouais. Donc voilà, l'apaiser, le construire pour lui permettre d'avoir une vision, en tout cas un petit aperçu de ce tout autre. Ben, pour lui permettre la contemplation. Et la contemplation, c'est tout autre. Merci. Alors maintenant, là on passe à la question de Christophe. Donc, Lily a évoqué à plusieurs reprises la notion de bonne loi, la loi du Oui. père. À quoi pouvons-nous savoir concrètement que la loi est bonne? Voilà. Il pose une autre question, mais on va déjà se répondre à celle-là. Oui. Alors, une bonne loi, c'est une loi qui permet la vie et qui permet aux êtres de grandir. Une mauvaise loi, c'est une loi qui fige les choses et qui empêche, il y a une histoire de pouvoir là-dedans. Je vais m'y prendre autrement pour exprimer ce que je veux dire là. Celui qui dit la loi et qui représente la loi, il a un pouvoir. Et il y a plusieurs façons d'exercer ce pouvoir. Il peut être exercé d'une manière qui écrase
le sujet, son sujet, et il peut l'exercer au service du sujet. Et c'est toute la différence entre les rapports de pouvoir et les rapports d'amour. Dans les rapports de pouvoir, c'est le plus faible qui s'adapte. Et la loi demande au plus faible de s'adapter au plus fort. Et dans les relations d'amour, la loi, elle sert d'abord au plus faible, et celui qui édicte la loi la fait au service du plus faible. Et celui qui énonce la loi et qui l'édicte, en même temps, s'adapte au plus faible. Voilà. Mais ça peut être envisageable dans une relation éventuellement père-fils ou père-fille ou mère-fils, mère-fille, mais oui. on peut pas imaginer un tel rapport d'amour, en tout cas dans une collectivité, en fait. En tout cas, ça s'est jamais vu jusqu'à maintenant. Et ben, pourtant, chez nous, dans notre République, la visée, c'est liberté, égalité, fraternité. Il y a de l'amour là-dedans. C'est pas toujours bien fait, c'est pas toujours respecté. Mais la visée du législateur à l'origine, c'était quand même une façon de vivre ensemble qui soit plus libre, plus égale, donc ne plus retomber dans ces rapports de pouvoir avec des privilégiés et des manants. Il y avait une visée de liberté, une visée d'égalité, une visée de fraternité. S'il n'y a pas de l'amour là-dedans, c'est vrai, en tout cas, je perds mon latin. Oui, l'intention est clairement là. L'intention, c'est celle-là. Et c'est la seule et unique justification de la loi. Par exemple, quand on pose la loi de l'interdit de l'inceste, c'est pour que le parent qui est le plus puissant ne s'empare pas de l'enfant à son profit et ne crée pas pour l'enfant de façon presque irrémédiable des traumatismes dont il aura un mal de chien de se sortir pour vivre sa vie à lui ensuite. C'est donc la loi, elle est là d'abord pour préserver le plus faible, le plus petit, contre la puissance du plus grand. Un auditeur me demande si cette conception-là, et notamment la conception du grandir, n'est pas une conception très moderne. Est-ce que tu crois qu'elle était déjà, par exemple, qu'un citoyen d'Athènes au temps de Socrate, par exemple, pouvait déjà avoir cette notion-là? Alors, pas grandir au sens où j'en ai parlé pour la croissance de l'enfant. Oui. Mais il y avait quand même une idée de croissance en sagesse. Il y avait déjà, il y avait en même temps qu'on fait croître notamment chez Socrate, en même temps qu'on se met au service de la cité, qu'on fait croître le bien-être de la cité, l'humanité croît en qualité et en sagesse. Il y avait bel et bien une quête d'une sagesse. Et ça s'adressait à des adultes. De Platon, on trouve ça très clairement cette question. Oui. Alors, Platon était un élève de Socrate, donc voilà. Donc on va passer à la deuxième question de Christophe. Existe-t-il des lois universelles pour les humains? Voilà, il en pose une troisième, donc, mais existe-t-il des lois universelles pour les humains? Déjà. Je pense que oui, hein. Je ne saurais pas toutes les édicter, mais par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de l'interdit de l'inceste. Pour que l'enfant ne soit pas un objet de son père ou de sa mère, l'interdit de l'inceste va lui permettre de devenir lui-même sujet ensuite. Il y a une autre loi qui est très importante, c'est que il y a un ordre dans lequel coule la vie, c'est-à-dire que les générations d'en haut sont au service des générations futures, et c'est pas les enfants qui sont au service des parents, c'est les parents qui sont au service des enfants. Il faut pas se tromper de sens. Il y a des familles où on se trompe de sens et où les enfants sont nés pour satisfaire des besoins des parents. Et la loi de la vie humaine,
c'est que les parents, les générations supérieures, sont là pour aider à la croissance des générations qui les suivent. Voilà, la rivière descend son cours, elle ne monte pas à rebours. Voilà une autre loi de la vie psychique. Par exemple, il y en a d'autres. Hein. Est-ce qu'elle est tenable, celle-là? D'ailleurs, tu l'expliques très bien dans ton livre, que souvent l'enfant naît en quelque sorte pour réaliser un projet, un des projets de son père ou de sa mère. Voilà. Par exemple, remplacer un petit frère qui est mort, ou par exemple, ou une petite sœur, ou par exemple, devenir premier de la classe alors que le père ou la mère ont été des cancres qui s'étaient réfugiés près du radiateur. Est-ce que en fait cette loi est tenable? La loi de l'inceste, a priori, elle est tenable, en tout cas. Il y a des transgressions, mais elles sont pas. Alors, l'interdit de l'inceste, il est repris par la loi et puni par la loi civile. C'est un crime, l'inceste. Par contre, cette loi plus subtile, on ne met pas des enfants au monde pour réaliser ses propres désirs. C'est pas dans la loi civile, ça. C'est pas. Ceci dit, il y a quand même la loi qui met la majorité à 18 ans et où les enfants, à partir de 18 ans, s'assument et font leur choix et ne demandent plus la permission. Donc, il y a des formes dans notre loi civile qui permettent au jeune adulte de vivre sa vie à sa façon. Mais voilà, quand les parents sont pris dans des archaïsmes et qui prennent leur enfant pour un objet, une part d'eux-mêmes, et ils ne sont pas encore eux-mêmes différenciés, effectivement, l'enfant va être pris dans le désir de son père ou de sa mère ou des deux, et il va avoir beaucoup de mal de vivre sa propre vie. Et il aura besoin là de faire un travail et d'aller prendre appui sur d'autres personnes qui vont l'aider à prendre sa propre voie. D'accord, parce que souvent ça peut même être un désir collectif, hein, par exemple. Bon, je pense à une période très très noire de l'histoire de l'Allemagne où du coup, en fait, tous les enfants qui sont nés à partir du début des années 30 étaient collectivement voués, en fait, à incarner un certain idéal. Mais par exemple, voilà, dans un contexte beaucoup plus sain en France à un moment donné. Avec ce qu'on a appelé les hussards noirs de la République, donc les instituteurs qui ont amené des choses très très saines, mais il y avait aussi un idéal de l'enfant intelligent, cultivé, qui a pu mine de rien, je compare pas du tout les deux, hein, mais mine de rien, a pu blesser, voire traumatiser des enfants qui n'étaient pas faits pour faire des études supérieures. Hein, donc il y a aussi une voilà, c'est là qu'en même temps, l'humanité apprend au fur et à mesure. Hein. Il y a une potentialité. Ce qui est à comprendre aussi, c'est que chacun d'entre nous doit faire le chemin et chaque génération doit faire le chemin et chaque époque doit faire le chemin. Donc, on n'est jamais à l'abri d'un retour à la barbarie, d'un retour à des pratiques qui blessent ou qui détruisent certaines parties de notre humanité qui nous blessent gravement et lourdement. On n'est jamais à l'abri, puisque voilà, chacun d'entre nous fait tout le chemin, chaque génération fait tout le chemin, chaque pays fait tout le chemin, etc. Et là aussi, il y a en même temps quelque chose qui avance et en même temps des éternels recommencements. On n'est jamais à l'abri de retour à la barbarie. On le voit bien. On le voit bien. Et troisième et dernière question posée par Christophe. Pose beaucoup de questions. Merci, pose beaucoup de questions, qui est très intéressé. Donc, quel est le lien entre processus d'individuation et le soi? Donc, le soi au sens, voilà. Donc, du coup, jungien, à mon avis. Hein, tout à fait. La notion d'individuation, c'est une notion jungienne. Voilà. Pour Jung, la dynamique propre du soi, c'est de nous permettre de nous individuer, c'est-à-dire de devenir l'être. Alors, c'est parfois confondu avec l'individualisme, ce que ce n'est pas du tout.
L'individuation, c'est devenir un être humain accompli dans toute son originalité. C'est paradoxal, c'est être à la fois totalement humain parmi les humains, en respectant les lois des humains et en commerçant avec nos frères et sœurs, les humains, et en même temps de la façon unique dont nous sommes, puisque chacun d'entre nous est une combinaison entre un certain nombre de gènes et un certain nombre d'expériences qui est absolument unique. Donc, l'individuation, c'est se sortir justement d'influences que nous avons pu recevoir et qui nous ont limités dans la création de notre propre être, pour aller vers vraiment. Pour Jung, c'était le fleuron du fleuron. Un être individué, c'est un être qui est parfaitement devenu lui-même. Voilà. Et c'est tout en respectant les autres, parce que dans notre potentialité, il y a celle de vivre avec nos contemporains, il y a celle de s'exprimer de façon artistique, enfin, il y a toutes sortes de composantes, et l'idéal de l'individuation, ce serait d'avoir accompli l'ensemble des talents que nous portons. Il met la barre aussi très très haut, Jung, à ce moment-là. Mais voilà, c'est dans cette idée que le soi est à la fois universel et totalement unique. La manière dont l'universel s'est incarné dans chacun d'entre nous est absolument unique, et c'est quand même dommage de laisser perdre ça. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que, puisque la question c'était le rapport entre le processus d'individuation et le soi, que le soi constitue le but du processus d'individuation? Oui, on pourrait dire que c'est ça l'accomplissement du soi au sens de Jung. Oui. Et même si on le prend de façon plus vaste, l'accomplissement du soi au sens spirituel du terme, c'est l'éveil. D'accord, mais là on passe à... On va encore au-delà de ce que Jung appelait l'individuation. Oui. Alors, une autre question, donc les mythes. Pourquoi les mythes modernes sont essentiellement axés sur des mythes héroïques de type masculin et le féminin y est quasiment absent? Voilà, ce qui est curieux à l'ère du féminisme. C'est pas tout à fait, je ne sais pas qui pose cette question, c'est pas tout à fait vrai, parce que à cette personne, j'ai envie de conseiller de lire les livres de Robin Hood, où il y a des figures féminines absolument extraordinaires. Dans la saga, par exemple, de l'Assassin Royal, ou dans la saga je sais plus, Frédéric les Aventuriers de la mer, il y a des figures féminines absolument extraordinaires. Mais c'est vrai que le modèle du héros reste encore beaucoup à la force du poignet et du glaive de type masculin. Sur le plan du déploiement du féminin et de l'honneur du féminin, nous avons encore beaucoup à faire, même dans ces temps modernes. Et même au temps du féminisme, il y a encore énormément de travail à faire. Mais je vous conseille de lire les merveilleux livres de Robin Hood. Alors, un autre auditeur nous parle en fait des mythes modernes, mais de certains personnages médiatiques. Par exemple, il cite Zinedine Zidane, par exemple, ou même voire de marques. Voilà, donc par exemple, il cite Benetton. Mais est-ce que, par exemple, en fait, un personnage médiatique comme Zinedine Zidane ou un autre, chacun mettra le nom de la célébrité, peut en fait être une figure, peut pour quelqu'un être une figure mythologique? Bien entendu. Ça peut être un héros, par exemple Zinedine Zidane, Zinedine Zidane, je crois. Zinedine Zidane, voilà, qui peut incarner l'esprit d'équipe,
la loyauté, l'accompagnement des plus jeunes, il peut représenter des valeurs, des hautes valeurs de fraternité et d'importance de la collectivité. Justement, dépasser le héros qui s'en sort tout seul au profit du héros qui est dans un collectif qui la joue collective, il va pouvoir incarner des valeurs qui vont aider quelqu'un à se construire avec des valeurs tout à fait modernes et tout à fait nécessaires à notre époque. Tout à fait. Et est-ce que ça peut être aussi, puisqu'il parlait de marques, est-ce que ça peut être aussi le cas de marques? On sait qu'un certain nombre de jeunes et de moins jeunes sont très très férus de marques, que ce soit Benetton ou d'autres marques qu'on va pas citer, mais est-ce qu'en fait, voilà, une entreprise a priori tout à fait commerciale, mercantile, peut jouer un rôle de cet ordre-là? Ça dépend qui s'en sert. Pour quelqu'un qui cherche à se déployer et qui cherche des images sur lesquelles s'appuyer, des valeurs sur lesquelles s'appuyer, pourquoi pas? Si les images, par exemple, de Benetton avec des enfants de toutes les couleurs et des vêtements de toutes les couleurs, ça va lui parler et lui permettre de s'appuyer pour déployer une valeur, pourquoi pas? Tout est bon à prendre qui véhicule des valeurs. Tout est bon à prendre, à condition de ne pas après ratatiner ça à acheter à tout prix telle marque. Mais ça, par exemple, les jeunes ados qui veulent tous les mêmes marques, on peut trouver ça ridicule, on peut trouver ça une société de consommation, on peut trouver ça diabolique de la part des marques, etc. Et pourtant, à travers ça, les jeunes peuvent rechercher une appartenance, ils peuvent rechercher une reconnaissance les uns des autres, ils peuvent trouver un miroir. Tout dépend ce qu'ils vont en faire. Ils peuvent s'en servir pour se construire. Tout est bon à prendre pour pouvoir se construire, pour pouvoir trouver du sens et pour trouver de la valeur à la rencontre avec les autres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, tout dépend du bon usage ou du mauvais usage. Exactement. Tout dépend de. C'est comme n'importe quel outil. Ça peut être très mal utilisé, ça peut être et puis ça peut être bien utilisé. Il y a une telle plasticité de la psyché que elle peut s'appuyer sur tout ce qui est bon à prendre. Un petit carré de ciel avec la lune qui passe, ça peut suffire à un moment donné où on est en pleine dépression pour entrevoir une sortie. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. Pourquoi pas? C'est un bon endroit pour terminer cette émission. Alors, avant de terminer, je vais simplement donc rappeler, voilà, remontrer la dynamique du soi à l'écran. Tu en as écrit un deuxième, voilà, qui s'appelle La sagesse du féminin. Si j'ai compris, un troisième est en route, dont nous ne dirons rien. Pour l'instant. Et puisque nous avons parlé de mythologie, de cosmogonie, je peux conseiller ce livre de Jacques Lacarrière, où en fait tous les mythes que tu évoques dans ton livre sont un peu plus comment dire, développés, et où on a des extraits des textes originaux, voilà, comme l'Odyssée ou voilà, etc. Et pourquoi pas aussi, voilà, le dictionnaire des symboles. Voilà. Voilà, le collection bouquin avec une super préface de Jean Chevalier. Voilà, donc nous avons terminé cette émission. Ah oui, et on me rappelle que j'ai pas cité l'éditeur de ton livre, donc tes deux livres, voilà, sont l'originel. Voilà. Eh ben, c'est le moment de nous séparer. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Lily.